Plongeons calmement mais lucidement dans ce qui s'est réellement joué derrière cette action qui a fait basculer le débat bien au-delà d'un simple fait de jeu. Car ce que nous avons vu pendant cette compétition, et plus précisément lors de ce fameux Maroc-Tanzanie, dépasse largement la question d'une faute oubliée ou d'un pénalty non sifflé. On parle ici d'un malaise profond, d'un sentiment diffus mais persistant que quelque chose ne tourne plus rond dans la mécanique censée garantir l'équité du football africain. Au départ, tout semble pourtant banal. Une action dans la surface, une poussette, un contact. Ce genre de situation que l'on voit chaque week-end sur tous les terrains du monde. Mais le contexte change tout. Nous sommes dans le temps additionnel à la 94e minute. Le score est serré, la pression est maximale, l'enjeu est colossal. L'attaquant tanzanien Heidi Souleymani est lancé plein axe. Il contrôle, il s'apprête à frapper, il est en position idéale pour égaliser ou renverser le match. À cet instant précis, le défenseur marocain Adam Mazina est battu. Il ne joue pas le ballon. Il n'essaie même pas de le jouer. Son geste est clair. Une poussée dans le dos, un déséquilibre provoqué, une occasion annihilée. À vitesse réelle, certains pourraient encore invoquer le doute. Le football est rapide, l'arbitre est humain, l'angle peut tromper. Mais justement, nous ne sommes plus à l'ère où tout repose sur l'œil nu. La VAR existe pour ces situations exactes, pour corriger l'erreur humaine quand elle est claire, manifeste, indiscutable. Et ici, l'erreur coche toutes les cases. Charge dans le dos, loin du ballon. Impact direct sur l'action. Impossibilité pour l'attaquant de jouer le ballon. Tous les anciens arbitres internationaux interrogés dans différentes analyses sont unanimes. C'est un pénalty évident, un cas d'école. Et pourtant, rien. Pas de consultation, pas d'appel, pas même une hésitation visible, le silence. Un silence lourd, presque gênant. Et c'est là que le problème commence vraiment, car ce silence n'est pas neutre. Dans le cadre du protocole VAR, ne pas intervenir est déjà une décision, une non-intervention active, une validation tacite de l'erreur initiale. Et quand cet outil, conçu pour restaurer la justice, choisit de ne rien faire, la question n'est plus « l'arbitre s'est-il trompé ?» Mais pourquoi a-t-on décidé de ne pas corriger cette erreur? À partir de ce moment-là, le débat quitte définitivement le terrain. On ne parle plus de football pur. On entre dans une autre dimension, celle de la perception, de l'influence, du soupçon. Car ce Maroc-Tanzanie n'est pas un cas isolé. C'est précisément ce que soulignent de nombreux articles et analyses. Il existe un sentiment de déjà-vu, une accumulation troublante de situations similaires. Prenons le match Maroc-Mali. Là encore, deux actions majeures interpellent. D'abord, une main dans la surface marocaine. Le ballon frappe un bras décollé du corps, dans une position non naturelle, augmentant clairement la surface défensive. Dans l'immense majorité des compétitions internationales, ce geste est sanctionné, penalty. Mais ici, non seulement l'arbitre ne siffle pas, mais la VAR ne juge même pas utile de proposer une relecture. Silence. Puis vient l'action la plus choquante. Un tacle extrêmement en retard de Sofiane Amrabat, crampon en avant, sur la cheville d'un attaquant malien lancé vers le but. On ne parle plus d'interprétation, on parle de mise en danger de l'intégrité physique d'un joueur. Les lois du jeu sont limpides. Faute grave, penalty et potentiellement carton rouge. Et pourtant, là encore, rien. Le jeu continue comme si de rien n'était. Quand une décision litigieuse survient une fois, on parle d'erreur. 2 fois, on commence à s'interroger. 3 fois, dans des matchs à fort enjeu, toujours au bénéfice de la même équipe, le mot coïncidence devient difficile à défendre. Peu à peu, un schéma se dessine. Et avec lui, un glissement dangereux. La suspicion ne vise plus l'arbitre individuellement, mais le système qui le désigne, le protège et ne le corrige pas. C'est ici qu'intervient la notion de soft power. L'influence ne se manifeste pas par des ordres directs, des coups de téléphone ou des enveloppes. Elle se diffuse, elle s'installe, elle crée un climat. Fouzi Lekja n'est pas seulement le président de la fédération marocaine. Il est une figure centrale de la CAF, membre de commissions clés, président du comité d'organisation du tournoi, acteur influent à l'échelle continentale et internationale. Sa présence est constante, structurelle, institutionnelle.
Dans un tel environnement, l'arbitre n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Il sait, il anticipe, il comprend où se situe le centre de gravité du pouvoir. Il sait que ses évaluations, ses futures désignations, ses ambitions de carrière dépendent d'un écosystème où certaines figures pèsent lourd. Face à une situation litigieuse à 50-50, l'interprétation humaine peut inconsciemment pencher dans le sens le moins risqué pour sa trajectoire personnelle. Ce n'est pas forcément de la malhonnêteté, c'est de l'autocensure, du zèle préventif, une adaptation humaine à un rapport de force invisible. Et c'est précisément cela qui est le plus destructeur. Car même si aucune intention malveillante n'existe, même si chaque acteur se croit sincèrement impartial, le simple fait que le système donne l'apparence d'un déséquilibre suffit à miner la confiance. L'influence perçue devient aussi toxique que l'influence réelle. Les conséquences sont lourdes. On ne parle plus de pressing, de transition, de choix tactiques. Après chaque match, le débat est confisqué par les ralentis VR. Les consultants deviennent des juristes. Les supporters ne célèbrent plus un but sans craindre qu'il soit entaché d'un doute arbitral. Le football perd son essence. L'incertitude du résultat, la croyance que tout se joue sur le terrain. Pour certaines équipes, notamment l'Algérie, ce climat génère une angoisse palpable. La peur n'est plus seulement de perdre sportivement, mais de ne pas être traité à armes égales. Entrer sur un terrain avec cette idée en tête, c'est déjà être désavantagé. Le sport meurt à partir du moment où l'on se demande non plus « serons-nous meilleurs ?» mais « nous laissera-t-on une chance ?» La VAR, présentée comme une promesse d'objectivité absolue, révèle ici son paradoxe. Une machine parfaite, mais pilotée par des humains. Et dans un environnement saturé de pression politique, institutionnelle et symbolique, même la technologie la plus avancée ne peut être totalement neutre si les processus qui l'entourent manquent de transparence. L'image la plus juste est peut-être celle d'une vitrine en verre. À l'intérieur, le bijou, le jeu, la passion, le talent africain. Chaque décision controversée est une fissure. Une seule, ce n'est rien. Mais à force d'accumulation, la vitre devient opaque. On ne voit plus le bijou. On ne voit plus que les failles de la structure censée le protéger. La question finale dépasse donc largement cette canne. Elle touche à la crédibilité même des institutions sportives. Peut-on encore croire à une équité réelle quand le doute s'installe à ce point ? Le football africain est riche, vibrant, passionné. Mais sans confiance, même la plus belle compétition devient un théâtre d'influence plutôt qu'un terrain de jeu. Et c'est peut-être là le vrai danger. Pas l'erreur d'arbitrage, pas même l'injustice ponctuelle, mais le poison lent du doute qui s'infiltre partout, dans les tribunes, les vestiaires, les consciences. Quand le public commence à regarder le pouvoir plutôt que le ballon, le football a déjà perdu une partie de son âme.